Merci de vous connecter à l'Intelligent TV pour suivre l'Intelligent Club de ce jeudi 17 avril. Plébiscite de Tidjane Thiam au PDCI RDA. Que va faire Jean-Luc Billon? Rencontre au CEI religieux en attendant les partis politiques. Corruption en Côte d'Ivoire, une menace sur le bilan de Ouattara. Le décor est planté, Soro Djabiga, Jean-Richard Nguessan. Le top départ dans quelques instants. Thiam plébiscité avec 99,5% des suffrages exprimés lors de la convention élective du PDCI RDA qui a eu lieu donc hier, mercredi 16 avril 2025. Ce sont les chiffres officiellement dévoilés par le parti ce jeudi après-midi. Alors, Soro Djabiga, quelle carte reste-t-il aujourd'hui à Billon de façon concrète entre les mains? D'abord, j'aimerais rappeler le potentiel de Tidjane Thiam. Vous savez, depuis son élection à la tête du PDCI, Tidjane Thiam s'est imposé comme le nouveau visage de la Renaissance. Sa stature internationale, son discours de rigueur et ses méthodes approfondies ont séduit la grande majorité des cadres et des militants de base. Ce congrès et cette convention s'est tenue sur 45 localités du territoire national et à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Et cette convention a mobilisé 99,5% des voix en fonction de Tidjane Thiam. Ce plébiscite aujourd'hui a renforcé et a confirmé le leadership de Tidjane Thiam à la tête du PDCI. Que va faire Jean-Luc Billon? Il y a plusieurs éventualités, notamment trois, qui s'offrent selon mon analyse, qui s'affichent. D'abord, il y a la rupture, il y a l'émancipation politique. Soit Jean-Luc Billon décide de se retirer du PDCI et créer un courant politique, un mouvement ou intégrer une plateforme déjà existante. Soit il y a aussi l'alignement politique. Il épouse le projet de Tidjane Thiam en espérant avoir un rôle clé dans la campagne et éventuellement dans un futur gouvernement. Il y a aussi la rupture. Il se retire et, comme je l'ai dit, il crée son courant politique. Mais dans tous les cas, cette situation n'est pas favorable à Jean-Luc Billon parce qu'il a été mis en minorité et je l'ai déjà dit sur ce plateau-là. Jean-Luc Billon a fui la convention pour ne pas qu'on sache sa vraie confrontation, voilà, pour ne pas qu'on sache sa vraie valeur sur le poids politique et au niveau du PDCI. Très bien, Jean-Richard Nguessan, aujourd'hui, il est confirmé que Thiam a la même mise sur l'appareil politique et militant du parti. Concrètement, qu'est-ce que Jean-Luc Billon fait? Il est dans une posture assez délicate aujourd'hui. Il a été mis en minorité, comme le disait tout à l'heure Soro Djabiga. Il est contraint peut-être d'évoluer en loup solitaire. Ah oui, et avant d'évoquer le cas Billon, moi je souhaiterais revenir sur Tidjane Thiam qui a été plébiscité lors de cette convention. On attend de voir l'attitude, on attend véritablement de voir l'attitude qu'il va adopter. Lorsqu'il y a un tel plébiscite, j'ai regardé quelques chiffres. Lorsqu'on regarde dans la localité de Daloa, 249 secrétaires de section et membres du bureau politique ont accordé 100% de leur voix à Tidjane Thiam. Lorsqu'on regarde à Soubré, c'est 99,18%. Lorsqu'on regarde à Yamoussoukro, c'est plus de 99% également. Et qu'en est-il de Dabakala, le fief de son challenger? Oh, c'est vrai qu'à Dabakala, c'est dans une seule section. Apparemment que le vote n'a pas été favorable. Une seule section sur 3. Oui, le vote n'a pas été favorable à Tidjane Thiam. N'empêche qu'aujourd'hui, Tidjane Thiam montre qu'il est le maître incontestable et incontesté du côté du PDCI RDA. Il faut le rappeler pour la gouverne de ceux qui nous suivent, qui est le bastion électoral et politique de Jean-Luc Billon. Au regard de ce plébiscite, quelle sera aujourd'hui la posture de Tidjane Thiam? Est-ce qu'il sera dans une posture de domination ou il sera dans une posture où il tend la main en dépit de ces chiffres qui sont pour lui élogieux? Quoi qu'on dise, une élection ne se gagne pas seule. C'est vrai que Billon a eu des comportements ou des propos qui ont été décriés par bon nombre de cadres qu'il a traités de ropéros. Mais n'empêche que c'est une image politique dans sa localité d'Abakala et c'est quelqu'un aussi qui dans le parcours du PDCI a apporté énormément. Mais ma question était, est-ce qu'il dispose encore de cartes en main? Et quelles sont ces fameuses cartes si éventuellement elles existaient?
Il dispose des cartes parce qu'il a la possibilité d'aller en indépendant. Mais aller en indépendant pourrait signifier pour lui une certaine mort politique au regard du score qu'il fera à l'élection présidentielle prochaine. On aura l'occasion d'y revenir certainement sur l'éventualité d'une candidature indépendante de l'ancien ministre ivoirien du Commerce. Alors, aujourd'hui, il y a une grosse interrogation. On a plus ou moins scruté l'intervention de M. Billon hier sur un plateau de télévision. Ici en Côte d'Ivoire, il n'écarte pas la nécessité pour le parti de privilégier l'union, l'unité dans la perspective du scrutin d'octobre 2025. Soro Djabiga, le rapprochement est-il possible entre les deux hommes? Oui, dans son intervention, on sent que Jean-Luc Billon est en train de rompre avec son ancienne posture qui était plutôt offensive pour pouvoir revenir sur la table des négociations. Et pourquoi? Parce qu'il n'a pas le choix. Oui, tout a dit avant de poursuivre que la convention a été convoquée de façon irrégulière. C'est vrai qu'il recherche plus ou moins la médiation, mais dans ses propos, il reste quand même dur. C'est une fuite en avant. Quand on regarde un peu le timing, on sent que c'est à l'approche ou le jour même de la convention que Jean-Luc Billon tient ce discours apaisant, alors qu'il a été convoqué par 2 fois, il n'est pas venu. Et c'est maintenant qu'il se rend compte qu'il faut privilégier le dialogue parce que le PDCI a été toujours une partie des dialogues. De le timing est un peu suspect. Tout porte à croire. Voilà, tout porte à croire que Jean-Luc Billon est vraiment prêt à discuter. Moi, je vais lire ce qu'il a dit sur le plateau du Grand Show, si vous me permettez, de Live TV. Il a dit: je laisse encore la possibilité au dialogue et au PDCI de se reprendre. Thiam ou moi-même, personne ne peut gagner seul. C'est une équipe qui l'emporte seul, on part à la pète. Alors que Jean-Luc Billon a toujours eu une posture cavalière, il a toujours voulu jouer en mode solitaire. Aujourd'hui, on sent maintenant qu'il intègre l'idée du rassemblement, l'idée d'évoluer main dans la main pour pouvoir porter le projet du PDCI. Donc cette prise de conscience-là porte à croire que Jean-Luc Billon a été débouté, il s'est rendu compte que tout seul, il ne peut pas mener le combat. Et vous savez, Tidjane Thiam, quoi qu'on dise, âgé aujourd'hui de 62 ans, a passé 20 ans hors de la Côte d'Ivoire. Plus de 20 ans. C'est à cet égard-là qu'il a de nombreux détracteurs. C'est vrai qu'il a une carrière des plus attractives. Il est passé à Viva, à Prudential, à Crédit Suisse. Mais à côté de cela, il gagnerait à colmater les brèches. En dépit des divergences de points de vue qu'il a pu avoir avec Billon, Billon reste plus ou moins quelqu'un qui connaît aussi le champ politique ivoirien. C'est vrai que certains diront qu'il n'a gagné que des élections dans sa localité à Dabakala, mais ça reste des élections gagnées. C'est quelqu'un aussi qui a un long parcours en politique, c'est quelqu'un qui est resté fidèle. Il a gagné ces élections sous la bannière du PDCI. Cette dernière convention a permis de montrer que c'est l'électorat du PDCI qui lui a permis de gagner. Aujourd'hui, sur les 3 délégations qui constituent son bastion sociologique qui est Dabakala, il y a 2 délégations qui ont voté contre lui. C'est lui-même sa voix qui s'est abstenu de voter contre Tidjane Thiam. Pour dire qu'aujourd'hui, si Jean-Luc Billon décide de se retenir contre le PDCI, il va se retrouver minoritaire, sinon seul. Sinon seul, c'est ce que je vais exprimer. Mais ce que moi je veux dire, quoi qu'on dise, Billon est un homme fort du PDC-RDA. Absolument. Quoi qu'on dise, mais on se rappelle... Il s'est un peu quand même affaibli avec ses différentes postures, ces derniers temps, ses différentes sorties. Et c'est un homme qui a affiché de la fidélité au parti. Bon, on a évoqué... Rappelons tout de même que déjà en 2020, il avait manifesté des velléités de se présenter contre Henri Konan Bédié, qui est le garant, qui était le garant de la survie politique du parti. Ça a été perçu comme un affront difficile à avaler, justement, c'est le terme, par la plupart des militants du parti. Alors là, aujourd'hui, c'est contre Thiam. C'est vrai, ce n'est pas du tout le même profil, mais ça reste quand même un peu le troublion. Au-delà de ce fait, on se rappelle qu'en 2017, lorsque le RHDP, le PDCI était à couteau tiré, il fait partie des personnalités qui étaient dans le gouvernement, mais qui ont décidé plus ou moins de suivre le président Bédié. C'est un élément important. Il aurait pu rester dans le RHDP, continuer dans le RHDP, PDCI, comme Patrick Hachi, mais il est resté plus ou moins fidèle, l'un des fidèles au PDCI. Et je pense que cette fidélité-là, on doit le lui concéder et essayer de voir, je porte surtout des points de sages, essayer de voir comment permettre à Billon et Thiam de se rencontrer, parler franchement pour le bonheur du PDC-RDA. Soro Djabiga, Jean-Luc Billon qui
évoluerait en solitaire, c'est vrai qu'on le ressasse depuis le début de cette émission, est-ce que cela équivaudrait à un suicide politique? Quand on sait, quand vous avez évoqué tout à l'heure, le score gigantissime qu'a obtenu son challenger Cham lors de la convention élective du PDC-RDA, il irait en candidat solitaire. Qui derrière lui pourrait le soutenir, surtout au sein de sa famille politique? Ou bien peut-être qu'en dehors du PDCI, il y a d'autres Ivoiriens qui pourraient lui faire confiance? Jean-Louis Billon en solitaire, ça serait du suicide politique. Vous avez posé la question de savoir tout à l'heure qui au niveau du PDCI pourrait être derrière lui. Moi je dirais personne. Quand on regarde les grands électeurs, on va rappeler le score grandissime de Tidjane Thiam. Il a eu 99,5% des voix. Vous pensez que parmi ces personnes-là, un cadre du PDCI oserait s'aligner encore derrière Jean-Louis Billon? Je pense que Jean-Louis Billon lui-même a pris conscience qu'il doit s'aligner maintenant dans la ligne de Tidjane Thiam. Donc cette question n'est même plus à poser. Quand on relit le discours qu'il a tenu sur le plateau de l'AFTV, on sent un sursaut, on sent un regain de conscience qui va l'amener à revenir sur la table des discussions parce que sa vraie famille, quoi qu'on dise, c'est le PDCI. Dans son bastion sociologique, il a été débouté. C'est la réalité. Jean-Luc Billon n'est pas à Salé. À Salé a commencé à militer en tant qu'acteur de la société civile. Il a mené beaucoup d'actions et il a glané, il s'est étendu sur le territoire national. Aujourd'hui, ça donne l'ADC qu'on voit. Jean-Luc Billon n'est pas à Salé. Jean-Luc Billon a fait toutes ses classes au PDCI. Je vous l'ai toujours dit. Il était ancien militant du RDR. Bon, ça, c'est un contexte qu'on peut quand même discuter. C'est un contexte qu'on peut quand même discuter parce que lui-même ne reconnaît pas encore cette étape-là. Donc, je ne vais pas m'aventurer sur cette question-là. Je veux dire, en Côte d'Ivoire, on a tendance à voter les programmes. Et on a tendance à voter les partis politiques. Jean-Luc Billon, aujourd'hui, dans sa posture, en tant que candidat indépendant, il serait vraiment difficile pour lui de se lister et d'impacter. Surtout sans la machine du PDC-RDA qui, quoi qu'on dise, est une machine assez formidable en dépit de toutes les difficultés. On sait que le parti est bousculé depuis quelques mois, depuis quelques semaines aussi par plusieurs procédures judiciaires, mais n'empêche que le PDCI reste une machine. Et sans ce PDCI-là, qu'est-ce que Billon peut avoir ou espérer avoir au sortir des élections présidentielles? Est-ce que la victoire éclatante de Tidjane Thiam à la Convention a été une sorte de boulet pour Jean-Luc Billon? Est-ce que ce n'a pas été un coup de massue qui lui a été infligé sur la tête? Je dirais oui et non. Oui, parce que ce plébiscite est pour Thiam lui-même une victoire. Je parlais tantôt des différentes procédures qu'il est bousculé par plusieurs polémiques, notamment sur sa nationalité. On sait que la pré-campagne, cette question de nationalité-là, parasite plus ou moins sa pré-campagne. Et aujourd'hui, adoubé par le PDCI-RDA, c'est un homme qui se sent renouvelé, qui se sent fort, qui est dans une belle posture pour aller au combat. Je pense qu'il sent que le parti est derrière lui. Et puis, parlant de Billon, je pense que ça fragilise un tant soit peu la stratégie de Billon. Il n'espérait peut-être pas un tel plébiscite. Au regard des chiffres, je pense qu'il doit être plus ou moins déçu. Surtout que le taux d'abstention a été très faible, pour ne pas dire insignifiant, juste pour rappeler également, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, qu'il a été élu en 2013 comme président du conseil régional du handball en tant que candidat du RDR. Donc son arrivée au PDC-RDA n'est pas vraiment très lointaine. Alors nous avons donc interrogé Robert Crasso, qui est un confrère, un journaliste, qui s'est prononcé sur le sujet, à savoir les chances de Jean-Luc Billon et éventuellement s'il décidait d'aller aux élections en tant qu'indépendant, est-ce que cela signerait donc le glas de sa carrière politique? C'est une grande question parce qu'il s'agit d'un parti politique. Et Jean-Luc Billon a dit qu'il était candidat sans l'avis du parti politique. Est-ce à dire que Jean-Luc Billon va aller aux élections présidentielles sans l'aval de son parti politique? Ça, c'est une question. Maintenant que le parti a choisi un candidat pour le représenter, normalement, Jean-Luc Billon, qui n'est pas en parlant avec ses camarades de partis politiques, devrait se rallier. Bon, il n'y a pas de suicide en politique. En politique, on cherche toujours des suffrages. Mais même s'il se présentait en candidat libre
il y a toujours des dividendes, il va toujours récolter des dividendes politiques. Ce n'est pas un suicide politique. Parce que au PDCI, bon, je ne connais pas le parti, mais je ne sais pas s'ils ont fait un appel à candidature pour que tout le monde se présente. Peut-être qu'ils ont présenté simplement le président de leur parti. Donc on ne peut pas parler ici de suicide politique, à mon avis. Voilà, parce qu'en politique, tout acte qu'on pose, on sait pourquoi on le pose et on sait à quoi on s'attend. Réaction, propos de Robert Grasso. Je pense que c'est Jean-Louis Billon gagnerait, pour aborder dans le même sens, gagnerait à retourner au PDCI-RDA. C'est vrai qu'il est toujours au cœur du système, au cœur du PDCI-RDA. Il estime que c'est un enfant du PDCI-RDA, mais je pense qu'il gagnerait à entrer dans les rangs. C'est vrai qu'il a manifesté depuis 2020 cette volonté de diriger le parti. Il a manifesté cette volonté d'être le candidat aux élections présidentielles. Mais le choix de la base reste Tidjane Thiam. Et c'est un choix démocratique. Et face au choix démocratique de la base, il n'a d'autre choix que de revenir à la maison et d'accompagner Tidjane Thiam dans son combat. C'est vrai qu'il estime qu'il a été floué par moments par rapport à certaines décisions. Il n'est pas d'accord sur certaines décisions du parti. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, celui qui représente, selon la base, valablement le PDCI-RDA pour les prochaines élections, reste Tidjane Thiam. Et les chiffres sont incontestables. Seront votre commentaire avant qu'on passe au second sujet. Jean-Louis Billon a justifié ces différentes actions de ces dernières années par la manifestation de la démocratie interne au sein du parti. Il a cité un exemple, un courant politique qui avait été créé en son temps par Akosi Benjo. Donc je pense qu'avec tous ces justificatifs qu'on a pu entendre lors de son dernier passage à Live TV, je pense que Jean-Louis Billon est en train d'annoncer de façon implicite qu'il veut revenir sur la table des négociations. Et je me dis que toutes ces actions qu'il a pu mener par le passé, c'était en vue de pouvoir peser pendant les négociations pour avoir une bonne place auprès de Tidjane Thiam. Et moi, c'est mon avis. Je pense qu'il a voulu vraiment peser, il a voulu être vraiment un acteur qui a de la poigne et qui a un bon potentiel pour pouvoir contraindre les gens à lui donner une bonne place auprès de Tidjane Thiam. Rencontre commission électorale indépendante religieuse, c'était hier mercredi à Abidjan et en attendant les partis politiques, la rencontre s'est déroulée dans une ambiance qui a été saluée par l'ensemble des participants, non seulement par le président de l'instance électorale, Quibert Klubali, si je ne me trompe pas, et de l'autre côté, par les religieux qui ne se sont pas fait prier pour déclarer leur satisfaction à l'issue de ces échanges. Alors, Jean-Richard Nguesson, qu'est-ce que l'on peut retenir au terme d'une telle initiative qui, ma foi, intervient dans un contexte de tension autour de la commission électorale? Moi, je pense que c'est déjà une très belle initiative qui s'inscrit dans la volonté de l'institution de renforcer non seulement la transparence au niveau du processus électoral. Les religieux, quoi qu'on dise, représentent pour nos différentes nations une force morale. Et face aux critiques que subit la CEI depuis quelques années, depuis quelques mois, ces critiques-là se sont multipliées. Il y a beaucoup de divergences de points de vue. La CEI ne cesse d'expliquer qu'elle reste un partenaire pour les partis politiques. Et il y a de cela quelques années, les religieux faisaient partie de la commission électorale indépendante. Donc je pense que l'un mis dans l'autre, avec cette force morale que représentent les religieux, je pense que le président de l'institution fait bien de s'appuyer sur ces personnalités-là afin que ces personnalités-là servent un tant soit peu de pont dans les différentes négociations, dans les discussions avec les partis politiques. Et il y a une volonté véritablement d'apaiser la situation. Et en cela, moi, je salue l'initiative du président Kubière. Soro Djabiga, Quibert qui veut montrer patte blanche pour rassurer tout le monde, pour dire aux Ivoiriens, ne vous en faites pas, ne stressez pas. Il n'y a aucune volonté de l'institution que je dirige de tripatouiller le listing électoral. Dans la forme, je dis bien dans la forme, cette rencontre entre la CEI et les leaders religieux est un signal d'ouverture. Cette rencontre marque la volonté d'apaiser et de marquer un climat de dialogue et de transparence autour du processus électoral. Mais il se dégage en même temps une question essentielle et fondamentale. À quand une véritable concertation entre la CEI et les partis politiques, notamment ceux de l'opposition? Parce que
parce que bien que les religieux aient un rôle apaisant dans le processus électoral, mais ce sont les partis politiques qui détiennent les clés de l'élection. Donc il est important que la CEI puisse rencontrer les différents leaders des partis politiques pour pouvoir discuter. Au cours de cette rencontre, le président de la CEI a évoqué plusieurs éléments. Notamment, il a déploré le fait que la CEI est beaucoup critiquée par les partis politiques de l'opposition. Il a déploré aussi tous les éléments que l'opposition a relevés, notamment la révision de la liste électorale, l'audit du fichier électoral, la réforme de la CEI. Et il a fait savoir aussi que la CEI n'est pas opposée à la révision de la liste électorale. Mais il a moins de l'audit. De l'audit. Mais il a émis quand même des conditions. Il a dit que sur la question de l'audit, il faudrait que les conditions soient clairement établies et connues de tous. Il a même donné des exemples avec des métaphores où il a dit par exemple pour accéder à un bal de fin d'année, il faut être vêtu d'une chemise, d'un pantalon et d'un chapeau. Maintenant, une fois qu'on accède à l'enceinte du bal poussière, il y a de nouvelles lois qui reviennent encore pour dire que désormais, il est possible d'accéder sans chapeau. Et après, on introduit un contrôle pour dire qu'on contrôle, mais il est exigé d'avoir un chapeau, un pantalon et une chemise. On ne change pas les règles du jeu en cours de match. On ne change pas les règles du jeu en cours de match et c'est ce qu'il a voulu mettre en exergue. Mais ça fait trop de Français, ça fait trop de bavardage, trop de verbiage autour de la chose. Je pense que, je l'ai toujours dit, il faut un véritable consensus. Et cette forme de dialogue et de négociation que la CEI a entreprise, dans un premier temps d'abord avec les leaders religieux, il ne faudrait pas que ça paraisse un peu comme une forme de diversion pour pouvoir distraire l'opinion et le temps qu'on aboutisse à la période préélectorale, ça ne sera pas bon. Ça peut arriver et ça peut être fatal pour le climat qui est déjà délétère. Jean-Michel Nguessan, vous attendez à ce que cela se répercute également avec les politiques, comme le suggère Soro? Moi, j'espère que cette dynamique va se poursuivre. Vous savez, les griefs de l'opposition sont connus de tous. L'opposition estime que cette liste comprend environ 8,7 millions de personnes et que cette liste compterait 6,2 millions d'électeurs inscrits de manière irrégulière. Ce sont des observations, il faut le préciser, du Front populaire ivoirien de Pascal Affi-N'Guessan. Et de certains partis politiques. Et il n'y a depuis lors aucune réponse officielle de la CEI. Donc, bon, la CEI estime quand même environ 12 000 le nombre de cas d'irrégularité formellement identifiés. Au regard de ce que dit l'opposition, la CEI n'a pas donné de réponse officielle. C'est vrai que à cette rencontre, le président Kubier a essayé plus ou moins de répondre à l'opposition. Ce qui serait l'idéal, c'est que les partis d'opposition et la CEI se mettent autour d'une table, le gouvernement y compris, pour trouver des solutions à ce problème. Parce que quoi qu'on dise, la liste électorale aujourd'hui pose problème. La liste électorale pose problème. Et c'est la CEI qui est accusée de part et d'autre. Et la CEI estime qu'elle n'a pas forcément en main un certain nombre de fichiers. Elle n'a pas à disposition, selon ce que le président Kubier a dit, elle n'a pas en main un certain nombre de fichiers pour épurer cette liste. D'où la nécessité d'aller un audit. Mais à quelques mois des élections présidentielles, il y a beaucoup de questionnements, il y a beaucoup d'interrogations, il y a beaucoup de non-dits. Je pense que la CEI gagnerait à véritablement s'entendre avec les partis politiques pour qu'on sorte de cette crise du listing électoral et de CEI qui pose véritablement beaucoup de problèmes. Alors, une citoyenne ivoirienne qui vit dans l'Hexagone a bien voulu apporter sa contribution à ce débat. Elle est cyberactiviste et elle se dit proche du camp présidentiel, donc du RHDP. Et elle donne son opinion plutôt très favorable sur la CEI. C'est de bonne guerre qu'elle estime être un maillon essentiel pour la transparence ou la crédibilité du processus électoral en Côte d'Ivoire. Elle, c'est Victoire Irumo. Déjà, la CEI, c'est la commission électorale indépendante. Et oui, nous pouvons faire confiance à la CEI parce que la CEI nous a démontré depuis plusieurs années, franchement, sa crédibilité dans toutes ces élections, quelles que soient présidentielles comme locales. Elle a toujours, franchement, utilisé la transparence, hein. Voilà, la transparence. Et cette transparence, ça, franchement, s'est traduit par un enrôlement sur la liste électorale qui s'est effectuée dans plus de 20 000 bureaux locaux
ça c'est pas petit, avec un matériel, hein, sans oublier, de pointe pour rendre les opérations numérisées. Hein. Donc franchement, pour ma part, la CEI, avec le président à la tête, M. Koulibaly Kuibert, et son équipe sont à saluer. Parce que depuis plusieurs années, ils font un travail colossal, fiable. Franchement, il n'y a rien à dire. Et ça, c'est à saluer. Donc, je demande franchement aux Ivoiriens, franchement, de faire preuve de responsabilité citoyenne. Soro, il y a des Ivoiriens comme Victoire qui se montrent confiants envers la CEI. Je sais qu'évidemment, ce n'est pas l'avis des partisans de l'opposition, mais là, le président Kuibert annonce qu'il entend procéder au toilettage du fichier électoral de sorte à offrir à la Côte d'Ivoire une liste propre et fiable à la veille du scrutin présidentiel. Est-ce que cela est le signe qu'il fallait? Est-ce que c'est l'étape, le pas qu'il fallait, que tout le monde attendait pour se dire mais on aura fait de gros progrès? Non, ce n'est pas ce que tout le monde attendait. L'opposition est claire et ferme dans ses revendications. L'opposition n'a pas confiance dans l'institution qui organise les élections. Et si l'institution engage d'autres procédures, ça ne va pas susciter un climat de confiance. Il faut un véritable consensus. Ce que l'opposition a dit est clair. Quand on parle d'audit, c'est une organisation qui vient de l'étranger, qui n'a aucune filiation avec toutes les parties prenantes, qui vient faire l'audit et tout le monde est rassuré. Mais si l'organisateur lui-même, à qui l'homme n'a pas confiance, c'est lui encore qui initie un toilettage, ça va créer un problème. Les mêmes irrégularités. Des prérogatives de l'institution quand même. Oui, mais l'institution aujourd'hui même pose problème en elle-même. C'est elle-même qui est le problème. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Démettre le président Kuibert, qui le rende le tablier, lui et toute son équipe? Ça fait partie des points de revendication de l'opposition. Non, mais à 6 mois, c'est pas moi qui le dis, c'est l'opposition. Moi, je pense qu'à un certain moment, il faut être aussi réaliste et faire preuve de sagesse. Et il faut mettre en avant l'intérêt supérieur de la nation. À travers cette action, déjà, la CEI tente de rassurer. On sent qu'elle prête l'oreille, elle est à l'écoute de l'opposition, elle sollicite les guides religieux. Je pense que l'opposition gagnera aussi à son niveau. Il faut qu'il y ait de part et d'autre des concessions, je pense. C'est vrai que, comme j'aime à le dire ici, c'est légitime les revendications. Toutes ces revendications sont légitimes. Mais par moment, il faut faire preuve aussi de sagesse. Et aujourd'hui, à 6 mois des élections, il est quasiment impossible de casser cette CEI et de recommencer tout à zéro. Moi, j'aimerais souligner quelque chose. J'ai l'impression qu'on fait une fixation sur l'élection. Le plus important, ce n'est pas forcément l'élection. C'est vrai que c'est un acte citoyen, c'est constitutionnel. Mais c'est un enjeu crucial pour la nation. C'est un enjeu, mais quand ça menace la paix sociale, ça devient un problème. Donc j'ai dit qu'il y a l'impression qu'on fait une fixation sur l'élection. Ce qui est important qu'on doit préserver, c'est la paix sociale, c'est la cohésion. Donc ne pas aller aux élections en octobre 2026. Non, c'est pas ce que l'opposition. C'est pas ce que l'opposition dit. L'opposition ne dit pas qu'on ne va pas à l'élection. L'opposition dit pour aller à l'élection, voilà des éléments qu'il faut faire. Voilà le climat de confiance qu'il faut créer d'abord entre nous, pour ne pas que demain quelqu'un dise qu'on nous a volé ou qu'on a triché. C'est ce que l'opposition est en train de dire. Donc l'opposition n'a pas dit on ne veut pas aller aux élections. Et je viens de le dire, c'est la CEI qui pose problème. La CEI est critiquée depuis déjà la période de 2020. L'opposition a commencé à dénoncer un certain nombre d'éléments. Et c'est factuel. Il y a des irrégularités qui ont été dénoncées en 2023, en 2020, et ces mêmes problèmes sont revenus encore sur la liste électorale, en violation de l'article 7 du Code électoral. Et donc c'est factuel, il faut en parler. Il ne faut pas faire la fixation sur l'élection qui est une étape, qui est une formalité. Il y a un élément factuel également. Les textes, il a évoqué les textes. Les textes nous disent également qu'à 6 mois d'une élection, on ne peut pas casser la CEI. On ne peut pas reprendre les règles du jeu. Donc par moment, lorsqu'on regarde ne choisissons pas ce qui nous arrange et puis on essaie de botter ce qui ne nous arrange pas. Est-ce qu'on peut aller dans ces conditions vers l'apaisement? Ce que le parti au pouvoir dit rechercher, ce à quoi l'opposition également dit aspirer. Nous sommes à 6 mois de la présidentielle, tout le monde le répète ici sur ce plateau. Est-ce qu'avec les efforts visibles que mène la CEI, on peut espérer aller vers l'apaisement? Ah oui, moi je me dis pourquoi pas. La CEI tente de rassurer. Elle a reçu les guides religieux, elle va recevoir très bientôt les partis politiques. J'espère qu'au sortir de ces différentes rencontres,
un modèle ou un consensus sera trouvé pour qu'on aille tout tranquillement aux élections. On parle d'audit de la liste électorale. Le président de la CEI a été assez clair. Il ne dit pas qu'il est contre l'audit. Eh bien, s'il n'est pas contre l'audit, cela reste possible. Allons, pourquoi pas, peut-être à l'audit, et puis on ira tranquillement vers les élections présidentielles. On conclut sur ce sujet avec vous. Nous avons entendu aussi le président de la CEI dire qu'on va faire la révision de la liste électorale, mais après le vote. On marque des buts maintenant après le match. Et plusieurs internautes ont commencé à parodier avec des exemples qui prêtent un peu à... Ça fait un peu rire, mais c'est une réalité, c'est quelque chose qui touche à un problème sensible. On convient sur la même question qu'il faut réunir toutes les parties pour faire des consensus et aller vraiment à l'apaisement. Voilà. Très bien. Le troisième et dernier sujet donc, de notre émission, corruption en Côte d'Ivoire, une menace sur le bilan Ouattara. Ce sujet, on l'a déniché à partir de chiffres qui sont assez effrayants pour notre pays, un pays qui aspire donc à une gouvernance transparente de sorte à paraître crédible aux yeux des partenaires internationaux. 1400 milliards de francs CFA chiffrés en termes de corruption pour l'année 2024 selon les données. Alors Jean-Richard Nguessan, est-ce que finalement la corruption, c'est vrai que le pouvoir en place vante ses mérites en termes de réalisation d'infrastructures, mais la corruption, qui est un phénomène qui persiste et qui tente à s'ancrer dans la gestion de notre pays, ce n'est pas cela le point faible de la gouvernance de M. Ouattara? Une chose est certaine, la corruption reste très présente en Côte d'Ivoire. Et pour ma part, c'est un élément qui est... Et je pense que le pouvoir peine véritablement à régler le problème de la corruption. C'est vrai que lorsqu'on regarde les causes, il y a plusieurs causes, notamment lorsque vous regardez l'impunité même vis-à-vis de certaines autorités qui ont dirigé la Côte d'Ivoire, qui ont été accusées d'un certain nombre de détournements, et la justice qui est restée, pour ma part, la justice n'a pas joué ce rôle véritablement. Et lorsque vous regardez aussi, c'est vrai qu'on parle de réalisation, mais le niveau de vie aussi favorise la corruption. Et il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte. Aujourd'hui, on a une société où la morale pose problème, quoi qu'on dise. Dans toutes les sphères de la société sont touchées par la corruption, que ce soit dans nos hôpitaux, que ce soit dans nos établissements scolaires, que ce soit... Public également, je pense que c'est un élément qu'il faut regarder de plus près. C'est vrai qu'il y a une haute autorité de la bonne gouvernance qui lutte contre la corruption, mais force est de constater malheureusement que depuis des années, le fléau persiste. Elle n'est pas très productive. Ah oui, c'est vraiment dommage. Du lourd à déverser sur cette question. Non. Je voudrais dire simplement que si l'on devait indexer, si l'on devait attaquer un tendon d'Achille du régime Ouattara aujourd'hui, c'est sans doute la corruption. Parce qu'il faut dire que... C'est bien ce que je disais, vous avez du lourd à déverser là-dessus. Parce qu'il faut dire que malgré les discours fermes, malgré la création d'institutions en vue de lutter contre la corruption, telles que la haute autorité de la bonne gouvernance, le pôle économique et financier, l'AGRAG et autres, peu de dossiers aujourd'hui aboutissent à des condamnations exemplaires. Justement parce que lorsque un scandale éclate au niveau d'une administration publique, généralement on déplace le concerné, on lui fait changer simplement de poste, de fonction et la vie continue. Malheureusement, c'est la triste réalité. On déplace le problème et les mêmes réalités continuent de persister. Aujourd'hui, plusieurs ONG, plusieurs partenaires internationaux ont évoqué des détournements, des enrichissements illicites et la gestion opaque de plusieurs administrations publiques. Et il y a un fait qui est important. La perception publique est un indicateur très factuel et très important. Pour bon nombre d'Ivoiriens aujourd'hui, le fruit de la croissance n'est pas équitablement partagé, ne profite pas à tous les Ivoiriens, mais à une catégorie de la population. Et si l'on y prête attention, si cet aspect-là est exploité par l'opposition dans le contexte actuel où nous sommes aujourd'hui et dans la période préélectorale, ça pourrait porter une entorse à la campagne du président Alassane Ouattara. Voilà pourquoi il est important qu'il jette un regard là-dessus, malgré toutes ces réalisations, malgré tous les grands chiffres qui sont annoncés. Mais ce problème-là constitue un tendon d'Achille pour sa campagne.
ou pour la campagne de son successeur. Justement, alors quelles peuvent être les conséquences de la persistance de ce fléau, il faut le qualifier ici, sur l'économie ivoirienne qui ne s'en porte que de plus en plus mal, avec la corruption qui prend de l'ampleur. Inzi Moronikez, le président de la Ligue africaine de lutte contre la corruption, il donne son avis sur le sujet. Relativement à votre question par rapport à la corruption, disons que si vous regardez déjà les différents classements faits par Transparence Internationale, c'est vrai que la Côte d'Ivoire a connu quelques bons de 2013 jusqu'à 2024. Cette année, je crois que nous sommes 69e, autour de 45 points par rapport au truc qu'on appelle le classement de Transparence. Mais ce sont des questions pour nous qui se résument à des chiffres qui ne sont pas assez pertinents de notre point de vue. Parce que quand nous prenons la voie, les différentes voies en Côte d'Ivoire, vous voyez que la raquette c'est toujours vivant. Vous prenez la plupart de nos administrations, les questions de corruption sont toujours vivantes. Vous-même, vous savez un peu ce qui se passe par rapport au pôle pénal financier économique. Il y a également toutes ces questions-là qui sont vraiment assez pendantes. Des questions de corruption jusqu'au même au blanchiment de capitaux. Ce sont des questions qui sont assez représentées en Côte d'Ivoire. Et les chiffres qu'on a justement sur ces questions-là sont assez effrayants. Parce que quand on vous parle de 1400 milliards que la Côte d'Ivoire aurait pu perdre, que la Côte d'Ivoire a perdu justement dans le cas de corruption, c'est vraiment effrayant. Ne serait-ce que même au niveau même de la tête, le Premier ministre d'alors, Daniel Kamon, disait que la Côte d'Ivoire perdait autour de plus de 390 milliards par an en matière de raquettes. Bon, donc ce sont des chiffres assez vraiment effrayants. Alors, quand vous avez un budget d'environ 15 000 milliards et qu'à l'intérieur de ce budget, on a peut-être pour des questions de dette à rembourser autour de 4 000 milliards et que la corruption vous fait perdre plus de 1400 milliards, monsieur, vous comprenez qu'il y a quand même en matière justement, il y a du travail à faire pour combattre justement ce mal-là. Parce que 1400 milliards, c'est vraiment autant de routes, autant de ponts que cela vous aurait pu donner justement à la Côte d'Ivoire. Donc, sur la question, nous disons qu'il y a vraiment du travail à faire. Il faut combattre justement ce mal si véritablement on veut aller au développement. Nous sommes des États vraiment, j'allais dire, pauvres entre guillemets, de sorte que justement les ressources que nous avons, il faut vraiment qu'on fasse en sorte que ces ressources-là soient bien gérées pour le bonheur de tout le monde. Il faut éviter, et là nous savions vraiment une force pénale financière, que des petits malins au sein de l'administration se permettent souvent de se donner justement cette possibilité-là de prendre un peu d'argent de gauche à droite. Ce qui devrait, par exemple, permettre à construire des écoles, ce qui permet à renforcer justement nos hôpitaux. Ce n'est pas bien, et je pense que justement la Côte d'Ivoire ne mérite pas cela. La Côte d'Ivoire ne mérite mieux que cela. Il faut combattre justement ce mal. Voilà ce que je dis. Des chiffres effrayants, comme le relève à l'instant M. Moronikez. Jean-Richard Nguessan, pourquoi est-ce que jusqu'à présent, malgré toutes les initiatives prises par le chef de l'État pour endiguer le phénomène, vous avez évoqué tout à l'heure la création de la HABG, la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, qui peine à montrer véritablement son efficacité dans la lutte contre l'expansion de la corruption. Est-ce qu'on doit conclure de façon fatale que notre gouvernement ou que le régime en place est impuissant? Je dirais non, parce que lorsqu'on a écouté M. Inzi à l'instant, il a parlé aussi des bons chiffres de la Côte d'Ivoire. Depuis 2013, le niveau s'est amélioré. C'est vrai qu'aujourd'hui, on note plus de 1400 milliards de pertes chaque année dues à la corruption. Entre 2023 et 2024, le pays a gagné 5 points en termes d'amélioration dans la lutte contre la corruption. C'est un aspect qu'il faut saluer. Parlant de la haute autorité, on a vu des spots publicitaires. Il y a un numéro vert qui existe aujourd'hui pour dénoncer tout acte de corruption. Je pense que cela reste de belles initiatives. Assez mais seulement quand même en termes de résultats. Ah oui, cela reste assez maigre, mais il y a force est de constater des améliorations. Il faut saluer ces améliorations. L'État de Côte d'Ivoire, le pouvoir en place, gagnerait aussi à montrer le bon exemple. On sait que dans certaines administrations, certains cadres se sont montrés coupables de corruption. Cela a fait la une des organes de presse. On sait que certaines personnes ont fait de gros détournements qui malheureusement n'ont pas été condamnés. Et au regard de ces éléments-là, la population se dit que certaines personnes peuvent se permettre un certain nombre de pratiques
sans pour autant être condamné par la justice. Et il faut aussi une moralisation de notre société. Aujourd'hui, je l'ai dit d'entrée de jeu, la corruption se situe à tous les niveaux. Même aujourd'hui, dans l'Église même n'est pas épargnée. Vous le voyez sur certaines plateformes, certaines pratiques qui sont décriées. On a un besoin de moraliser notre société. Et puis à cela aussi, la cherté de la vie peut favoriser la corruption. Quand l'individu estime qu'avec 100 000 francs ou avec 95 000, il a du mal à subvenir à ses besoins ou à scolariser ses enfants, l'une des options qui s'offre à lui, eh bien, c'est la corruption. Il faut aussi à ce niveau-là que notre État essaie de revoir le SMIC qui reste, quoi qu'on dise, assez bas dans une société où aujourd'hui se loger, il faut que le coût de la vie est assez élevé. Et lorsqu'on regarde le SMIC aujourd'hui qui s'élève autour de 75 000 francs, je pense que l'un mis dans l'autre peut favoriser la corruption. Pour quelqu'un qui a un salaire assez bas, il se dit, c'est une pratique à laquelle je peux m'attacher pour, pourquoi pas, arriver à joindre les deux bouts. Et c'est là, c'est dommage. Qui peut éventuellement encourager l'expansion de ce phénomène, c'est peut-être la superposition des institutions dont on n'a pas forcément besoin. On a des districts où on a des ministres-gouverneurs qui sont établis. On a également le Sénat, on fait beaucoup d'institutions budgétivores comme ça, que beaucoup pointent du doigt comme étant des noyaux où prospère ce phénomène ou qui peuvent peut-être encourager au gaspillage des finances publiques. Jean-Richard a touché du doigt le problème de l'éthique qui est factuel et qui est un problème important. Il faut une éducation collective des populations ivoiriennes afin de pallier à cette situation-là. Il y a ce problème que vous évoquez aussi, qui est la superposition de certaines institutions qui malheureusement n'ont pas trop jugées budgétivores et qui malheureusement n'ont pas trop d'importance et qui constituent des doublons dans différentes localités et régions de la Côte d'Ivoire et qui continuent d'appauvrir les populations. Mais le mal que comporte la corruption en Côte d'Ivoire, c'est grave, c'est une gangrène. 1400 milliards, ça aurait pu régler plusieurs problèmes qui touchent à l'IDH, qui touchent à la vie, qui touchent directement aux conditions de vie des populations. On prend le cas des enseignants, par exemple. Les enseignants revendiquent aujourd'hui des primes d'incitation qui s'élèvent à 400 milliards. 1400 milliards, quand on retire les 400 milliards dedans, on aurait pu régler ce problème-là et nous éviter la crise à laquelle nous avons assisté ces derniers temps, qui ont perturbé le tissu social, qui ont empêché tous les élèves d'ailleurs d'aller à l'école. 1400 milliards, quand on retire les 400 milliards, il reste encore 1000 milliards qui pourraient nous permettre de construire plusieurs hôpitaux dans le standing de l'hôpital Mère-Enfant de Bégerville, qui aurait coûté 350 milliards. Donc vous voyez un peu, si on arrive à régler ce problème de la corruption, comment on pourra toucher la vie sociale des Ivoiriens et alléger un peu leurs conditions et leurs souffrances. Donc je pense qu'il est important qu'on... Cela urge. Cela urge, mais il faut saluer aussi la volonté du gouvernement. Il l'a cité tout à l'heure, malgré la création de ces institutions que j'ai citées là, qui témoignent que effectivement le gouvernement veut réduire ce problème-là. Mais il continue de persister et c'est que le problème est ailleurs. Il faut essayer de voir si la volonté est vraiment réelle. Jean-Richard, il persiste. Nous sommes dans un contexte électoral. Ce n'est pas une verge comme ça qui est prêtée à l'opposition pour frapper le pouvoir? Je dirais oui et non. Oui, parce que je me dis que le système judiciaire gagnerait à condamner de façon exemplaire en fait vis-à-vis de certaines pratiques. Et on a parlé de moralisation de la vie politique, mais à côté de cela, je pense que... De la vie publique, pardon. Mais à côté de cela, je pense que la corruption a pignon sur rue, malheureusement, en Côte d'Ivoire. A pignon sur rue, parce que très souvent, lorsqu'on se rend dans une administration, les populations même sont promptes à surdoyer l'officier d'état civil qui est là. D'où la fameuse citation d'un chanteur assez bien connu, s'il y a corrompu, c'est qu'il y a corrupteur. Donc à ce niveau-là, il faut aussi, c'est vrai qu'on est prompt à critiquer le système, mais lorsqu'on va dans une administration, on souhaiterait avoir un papier, on souhaite faire... concours, on se dit, il faut forcément... Il faut surdoyer, on se rappelle, malheureusement, c'en est une. Hein. On se rappelle en Côte d'Ivoire qu'il y a cela quelques années, tout le monde connaissait le prix d'un concours. On veut dire pour passer le concours de police, il faut payer 1 million. Pour passer le concours de gendarmerie, il faut payer 2 millions. Il y a combien d'années, le témoignage de beaucoup de proches, 2 millions.
On a vécu ce phénomène en Côte d'Ivoire. Rapidement, une anecdote, avant-hier seulement, chez moi à domicile, alors on me parle d'un proche qui souhaite passer un concours d'entrée à la gendarmerie ou à la police, un truc comme ça. Alors finalement, on lui dit, mais est-ce que tu as prêté de l'argent? Je dis, mais pourquoi faut-il que quelqu'un ivoirien qui aspire à servir son pays à la police ait besoin de soudoyer l'administration? On me dit, mais c'est comme ça. Bon, je ne dis pas que ce sont les agents du ministère qui l'ont dit, mais dans l'entourage familial, on dit, mais telle personne l'a fait l'année dernière, ça marchait, telle autre. Même malheureusement, c'est la norme. Mais c'est en cela qu'il faut saluer la ministre d'État Anne Oloto, qui a manifesté depuis son arrivée à la tête de la fonction publique cette volonté assez ferme de condamner et de condamner toutes les personnes qui s'adonnent à cette pratique. Et je pense que depuis quelques mois, depuis quelques années, c'est une pratique qui tend à disparaître. Espérons qu'avec la haute autorité, cette pratique-là sera véritablement boutée hors de l'administration. Vous allez certainement dire votre dernier mot sur le sujet avant qu'on passe à nos différentes conclusions. Oui, il a salué tout à l'heure les efforts de la ministre Anne Oloto. Visiblement et médiatiquement, elle a tenu des déclarations qui fondent vraiment, qui soutiennent la crédibilité des concours des fonctions publiques aujourd'hui. Et dans les faits, dans les faits, on constate aussi quand même quelques efforts. Il faut continuer de persévérer, il faut renforcer ces efforts-là pour qu'on aboutisse à une situation optimale. Il ne faudrait pas que la voie de la corruption devienne une norme en Côte d'Ivoire. Ça ne sera pas bon pour la postérité, ça ne sera pas bon pour l'héritage que nos gouvernants veulent laisser aux jeunes qui sont sur les bancs aujourd'hui. Un dernier mot, Jean-Richard. Ce que moi je souhaiterais dire avant de terminer, c'est que à tous les niveaux, nous devons contribuer à bouter la corruption hors des frontières de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas que l'affaire du gouvernement ou encore de la haute autorité. Chacun a une part de responsabilité et dans nos maisons, à travers l'éducation même que nous donnons à nos enfants, à travers l'éducation morale et civique dans nos établissements. Il faut que dans le système scolaire, dans le système universitaire, on puisse inculquer à nos enfants, à nos jeunes, qu'il est important d'être intègre. Il faut aussi que les guides religieux contribuent à cela. Parce que si on se dit que ce n'est que l'affaire de la haute autorité ou encore l'affaire du pouvoir en place, je pense qu'on ira droit dans le mur. Mais c'est clair que ce sera très compliqué. On espère que ces messages vont trouver un écho favorable chez vous qui nous écoutez depuis vos différents domiciles. Sur ce, l'Intelligent Club de ce jeudi 17 avril s'est terminé. Merci à tous ceux qui nous ont suivis et également à la régie, également nos deux chroniqueurs Soro Djabiga, Jean-Richard Guesson. On va se dire au revoir et puis demain on se retrouve pour débattre d'autres sujets d'actualité locale et internationale peut-être. Au revoir.